Anna Trespech-Berthelot, bonjour. Vous êtes historienne et vous publiez l'Internationale situationniste de l'histoire au mythe 1948-2013. Pourquoi est-ce que de toutes les pensées révélées par mai 68, celle des situationnistes a-t-elle eu la plus longue et la plus diverse postérité? Alors c'est une vaste question. En effet, c'est un mouvement qui, de son vivant, est assez confidentiel. C'est un mouvement aussi qui a une durée assez courte, 1957-1972, et qui, en effet, a une postérité très importante, à la fois dans la durée, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, dans l'espace. C'est un mouvement qui parle aujourd'hui encore aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves, pour des raisons sensiblement différentes. Et puis c'est un mouvement aussi qui parle à des gens qui sont issus de mouvements et de milieux sociaux différents. Les artistes s'intéressent à l'international situationniste, les architectes, les militants politiques à l'extrême gauche, où l'international situationniste a un écho vraiment particulier jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, c'est aujourd'hui encore une critique sociale qui résonne à nos oreilles et qui nous permet encore de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors, comme son nom l'indique, l'international situationniste voulait sur plusieurs pays à la fois, sur tous les pays, même si dans son idée. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réception dans les différents pays? Est-ce qu'elle est similaire? Alors cette réception, non, elle est évidemment différente. Il est toujours un petit peu délicat de créer des typologies strictes, mais c'est vrai qu'on peut dire que, par exemple, en France et en Italie, c'est une postérité qui est avant tout une postérité dans le monde politique, une postérité, donc, voilà, il y a tout un écheveau de militants dits pro-situationnistes, depuis la disparition de l'international situationniste en 1972, qui ont œuvré à la révolution depuis cette époque en France et en Italie, donc une réception plutôt politique dans ces pays, une réception plutôt artistique dans les pays du Nord, enfin les pays scandinaves, d'Europe scandinave, où une partie donc, des artistes situationnistes ont fait scission en 62 et ont créé une seconde internationale situationniste. Et donc dans ces pays, le Danemark et donc les pays scandinaves, on a plutôt le mouvement situationniste est plus perçu comme un courant artistique, ce que les situationnistes ne voulaient absolument pas. Bon. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le mouvement situationniste est assimilé à la mouvance contre-culturelle et un essai a un rôle très important dans cette acculturation, c'est l'essai de Greil Marcus, Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle, où donc ce journaliste musical qui travaillait pour le magazine Rolling Stones, je crois, a créé une généalogie entre le mouvement Dada, le mouvement situationniste, puis le mouvement punk. Donc une réception protéiforme et variable selon les pays. Quel rapport entretenait Guy Debord avec l'idée de laisser un héritage? C'est une idée qui lui est très chère, qui est très importante pour lui, cette idée de la postérité. On l'a bien vu au moment où justement ces archives ont été léguées donc, à la Bibliothèque nationale de France. Ce sont des archives qui ont été éminemment bien classées par lui avant de disparaître en 1994. Et donc Guy Debord, du vivant de l'organisation, se préoccupe de l'image de ce mouvement, tout en étant relativement ambigu dans sa stratégie, puisqu'il se voulait stratège. On sait que c'est un mouvement qui est très élitiste, qui n'a accepté que très peu de membres, et à la fois on voit bien dans les archives que Guy Debord se préoccupe de diffuser auprès du plus grand nombre
En particulier, on a trace d'un projet de revue, la revue Mutant, qui, donc au début des années 60, Guy Debord la conçoit vraiment comme, pas un magazine, mais une revue vraiment grand public qui vulgariserait les idées situationnistes auprès du plus grand nombre. Donc il y a cette ambiguïté entre l'élitisme et une diffusion grand public. Mais c'est vrai que cette postérité est ce souci de la postérité est très important chez Guy Debord, mais je dirais quand même que les choses sont plus ambiguës. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que Guy Debord utilise, ne serait-ce que dans ses choix de couverture, donc la couverture NRF, cherche vraiment un style qui résiste au temps, un style aussi littéraire qui résiste au temps, quelque chose de classique. C'est très important dans ses archives, dans sa correspondance, c'est récurrent. Donc il y a cette volonté de laisser une œuvre pérenne. Et puis après, encore une fois, il y a ces commissaires d'exposition, ces journalistes, ces éditeurs qui s'emparent d'une théorie qui survit à la fin de la guerre froide, vraiment on voit à partir de 1988, c'est la sortie des commentaires sur la société du spectacle, où Guy Debord montre qu'il n'a pas une virgule à changer par rapport à son essai de 1967. On voit bien qu'à partir de 1988-1989, c'est la première exposition au Centre Pompidou, donc sur l'organisation situationniste. Il y a un intérêt qui se renouvelle après vraiment une période de purgatoire d'une dizaine d'années. Et donc ça tient à l'époque, c'est-à-dire que contrairement aux maoïstes, contrairement évidemment aux communistes, les situationnistes n'ont été affiliés à aucun mouvement politique, ne se sont compromis dans aucune révolution. Et donc, quelque part, il y a cette virginité qui leur permet d'avoir cet impact sur l'opinion publique. Et donc, on voit bien que dans les années 1990, on redécouvre, voire on découvre, ça dépend des générations, selon qu'on a vécu ou non les années 68, ces textes, et on les trouve d'une très grande pertinence. Alors après, pour des raisons qui sont différentes d'un individu à l'autre, mais il faut aussi tenir compte de ce contexte historique et idéologique qui bascule avec la fin de la guerre froide en 89-91.